Hello l'équipe et bienvenue sur SO La Culture, l'émission qui t'informe sur la culture qui t'entoure. Alors c'est simple, aujourd'hui vos chroniqueurs vous ont gâté. Au programme de l'édition, on va parler d'high-tech avec Emilien qui a cherché à savoir si la frontière entre le réel et le virtuel est-elle brisée. On continuera avec Arévichan, fan de culture urbaine, qui a tenté de répondre à cette question. Est-ce que la musique urbaine, c'est pas la nouvelle variété française? On continuera avec la chronique culture de Manon qui a cherché à savoir pour vous, oui pour vous, ceux qui nous regardez, si se cultiver en France, c'est devenu un luxe. On continuera bien évidemment avec la chronique, excusez-moi, cinéma de Gada, avec la baisse des fréquentations des cinémas en France depuis le Covid. Et pour finir, on accueillera Thomas et sa question, est-ce que Twitch va remplacer la télévision française? Bonjour Arévichan. Salut. Alors aujourd'hui, tu es là pour nous parler de musique urbaine. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux définir qu'est-ce que c'est que la musique urbaine en 2 mots? Ok, alors selon Wikipédia, la musique urbaine a été créée dans les années 70 par des Afro-Américains. Là, tu vas sûrement dire, ok, super Wikipédia, mais si je te mets ça, ça devrait peut-être te dire quelque chose. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange, c'est là qui pense. Vous voyez, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, c'est la musique de tous les jours. Mais est-ce que c'est suffisant pour qu'on la qualifie par exemple de variété française? Oui, puisque aujourd'hui, tout le monde l'écoute. De mon frère en passant par mon voisin. D'ailleurs, Thomas, t'écoutes quoi? En ce moment, j'écoute SCH et Orelsan aussi. Ça te fait un petit point commun avec notre président Emmanuel Macron, qui a dit qu'il était fan d'Orelsan et a dit qu'il dépeint la société comme un sociologue. Ok, très bien. Donc, si le président l'écoute, c'est que tout le monde l'écoute. Mais est-ce qu'il vend plus que les artistes dits de variété française comme, je sais pas moi, Patrick Bruel ou encore Zazie? Pour revenir à Orelsan, il a fait quand même 500 000 ventes pour son dernier album, Civilisation. Ce qui fait de lui l'artiste ayant fait le meilleur démarrage de l'année. Bon, c'est vrai, je te le concède, 500 000 ventes, c'est beaucoup. Mais je vais encore faire celle qui gueule. C'est quand même quelqu'un qui est très connu en France. Donc, c'est normal qu'il vende autant. En fait, je pense que t'as pas très bien compris. C'est pas une question de popularité, c'est plutôt la musique urbaine qui est l'avenir. Que ce soit au niveau des ventes ou au niveau du langage, ils dominent clairement la France. Ils sont vraiment partout, ils sont présents partout. Comme dirait Marine Le Pen... Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Plus sérieusement, cette influence qu'ont les artistes urbains se retrouve même dans notre langage. Moula, Kishta, Go, c'est des expressions qu'on retrouvait dans la musique urbaine qui se retrouvent maintenant dans le langage de tous les jours en fait. Plus d'éléments encore, ils ont pris une telle place sur la scène française que même des chanteurs de variétés veulent leur collaboration. On a eu le droit à Charles Aznavour et Kerry James, ou bien Patrick Bruel et Lafouine, ou plus récemment encore Vianney et Maître Gims. Bref, tout ça pour vous dire qu'ils contrôlent clairement l'industrie musicale française. Donc dites au revoir aux Chimène Badi, Francky Vincent ou encore Nolwenn Leroy, qui ne jouissent plus de la même popularité qu'avant. Et dites plutôt bonjour à Black M, Soprano, Big Flo Oli ou encore Aya Nakamura. Aya Nakamura, qui, je le rappelle aux téléspectateurs, qui a été la première artiste féminine francophone de l'année à atteindre la première place des ventes aux Pays-Bas. Et ça n'a pas été le cas depuis 1961 avec Edith Piaf. Tu fais bien d'en parler, tu voles tout le temps mes chroniques d'ailleurs. C'était la deuxième partie de ma chronique. À vrai dire, Aya Nakamura n'est pas la seule à avoir dépassé les frontières de notre belle France. À vrai dire, on a eu aussi droit à PNL qui ont été invités à Coachella. Mais Coachella, c'est quoi? C'est le plus gros festival de musique des États-Unis, pour ne pas dire mondial. En quelques chiffres, c'est 500 000 personnes en 4 jours. C'est 3 fois plus grand que les Solidays en France. Moi, je pense que les Américains sont vraiment fans de nos artistes. Booba et MHD, par exemple, ont participé aux BET Awards. Mais c'est génial! Mais c'est quoi les BET Awards? Les BET Awards ou Black Entertainment Television sont une cérémonie qui récompense les Afro-Américains et d'autres minorités dans le milieu du divertissement. On a eu par exemple Beyoncé ou Kendrick Lamar ou même Rihanna qui ont été récompensés dans cette cérémonie. Oui, il faut croire qu'après être tombé amoureux du French Kiss, les Américains sont aussi tombés amoureux du French Rap. En parlant de French Rap, c'est quand même astronomique la somme que génère cette industrie. Plus de 635 millions d'euros, c'est énorme. Il suffit de voir le top 20 des albums les plus vendus. Dans ce top, on y trouve 13 artistes urbains. On y trouve Orelsan, Ninho ou encore Jul. Ces derniers sont des artistes urbains qui font énormément de ventes. C'est pour ça que l'État a décidé d'y mettre son petit grain de sel.
Je vous explique, la NUPES de Jean-Luc Mélenchon a proposé récemment de taxer les plateformes de streaming, qui, je le rappelle, est le source de revenus principal des artistes, car ils représentent 72% de leurs revenus. Voyons ensemble l'avis de Simon, cofondateur de CMV Production, qui va nous partager son avis sur cette fameuse taxe anti-rap. Du coup, j'ai entendu parler du projet de loi proposé par la NUPES sur la taxe du streaming. J'ai vu, en tout cas dans mon entourage, dans ce que j'ai pu voir autour de moi, j'ai vu que ça avait été un peu mal reçu parce que les gens ne savaient pas forcément où est-ce que cet argent allait aller. J'ai vu que ces fonds ils allaient être reversés au CNM. Je sais que le CNM propose pas mal de subventions et c'est quelque chose qui est important pour les jeunes labels, pour les producteurs indépendants, etc. pour pouvoir mener à bien leurs projets. Donc si le CNM est en manque de moyens et qu'ils peuvent en trouver en taxant sur le streaming, je pense que ça peut être intéressant. Merci beaucoup Aré pour cette chronique. On se retourne maintenant vers la chronique streaming avec Thomas. Jingle. Bonjour Thomas, alors aujourd'hui tu es là pour nous parler de ce nouveau phénomène qui envahit la jeune génération, le milieu du streaming. Bonjour Yasmine, tout à fait. Je vais vous parler de Twitch, une plateforme de streaming qui fait beaucoup parler d'elle depuis plusieurs années. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux nous rappeler aussi qu'est-ce que c'est que Twitch pour les téléspectateurs? Bien sûr. C'est un média qui regroupe des streamers, donc des créateurs de contenu d'internet qui animent en direct ce qu'on appelle des lives. Au niveau des statistiques, près de 75% des téléspectateurs ont entre 16 et 34 ans. Et la question que beaucoup se posent, c'est est-ce que Twitch va remplacer la télé? Samuel Etienne en a d'ailleurs déjà parlé sur Popcorn. Merci beaucoup Thomas. J'ai une question d'un téléspectateur qui te demande qui est Samuel Etienne? Eh bien c'est une figure de Twitch, mais il fait aussi partie de l'ancien monde. Il est l'animateur de Questions pour un champion sur France 3. Et quand on lui demande si Twitch va remplacer la télé, voilà sa réponse. Parce que ces différents médias ont des spécificités propres et il faut pas essayer de les fusionner, hein, genre fusionner Internet et la télé pour donner naissance à un nouveau truc. Mais en revanche, il peut y avoir des collaborations, des passerelles. Peut-être que cette interactivité propre à Twitch, notamment, elle peut inspirer. Oui, je suis assez d'accord avec Samuel Etienne, car ce qui attire les jeunes sur Twitch, c'est cette instantanéité, le direct, l'interaction, le côté familial entre potes, la liberté de parole entre autres. Twitch propose quasiment exclusivement du divertissement. Les jeunes ne viennent que pour se détendre. C'est à cause de cette différence-là qu'ils n'en regardent plus vraiment la TV. C'est d'autant plus vrai puisque la moyenne d'âge des consommateurs de télévision est de 56 ans, ce qui prouve effectivement que les jeunes, à travers Twitch, recherchent certains programmes. Oui, tout à fait. On retrouve plusieurs catégories. Les talk shows et les live jeux vidéo. Dans ces cas-là, là où les streamers vont mettre l'interactivité en avant, c'est-à-dire qu'ils vont plus communiquer avec le chat, donc les téléspectateurs, ce sont les lives les plus communs. On a ensuite ce qui se rapproche le plus de la télé, les web TV. On peut citer les plus connus, comme Lovestream, Popcorn ou bien Zen, qui utilisent les codes de la TV pour se les approprier. On retrouve un plateau, des chroniqueurs, un décor, même parfois des invités. Le tout bien organisé, bien ficelé, avec un planning à respecter. Mais Twitch, c'est aussi des grands événements qui n'ont rien à envier à la télé. Vous avez sans doute déjà entendu parler du Z-Event. Totalement, oui. Mais c'est quand même toujours intéressant de le rappeler pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que Z-Event? Alors, c'est un événement caritatif qui se déroule sur plusieurs jours et qui a déjà levé plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est un message fort que voulait faire passer Adrien Nougaret, alias Zerator, le créateur du Z-Event, qui voulait montrer que la communauté de Twitch et des jeux vidéo en général était capable de faire preuve de générosité. C'est d'ailleurs ce qu'a fait connaître Twitch du grand public, car suite à ça, Zerator a été invité sur des plateaux télé. Un autre événement majeur de 2022, c'est le GP Explorer de Squeezie, avec la course de Formule 4 qui a explosé le record de viewers avec plus d'1 million de personnes qui ont regardé le live en simultané. Pour ceux qui l'ont raté, c'était une course de F4 sur le circuit Bugatti au Mans, avec 22 participants, donc des créateurs de contenu d'internet, ça peut être des youtubeurs ou des streamers. Et elle a été financée par des sponsors à hauteur de 3 millions d'euros, ce qui montre que les marques ont vraiment confiance en cette nouvelle génération. D'ailleurs, on fait très bien, je rebondis sur Squeezie. Squeezie qui est d'ailleurs le premier youtubeur de France et qui, durant cet exploit, a été ému, voire en larmes pour cet événement. Tout à fait. J'ai d'ailleurs un extrait où il revient sur cet événement et c'est assez touchant. Ce GP Explorer, j'ai l'impression qu'on l'a tous pris comme une consécration. Une consécration pour tous les créateurs d'Internet qui travaillent dur depuis 10 ans. Mais aussi une consécration pour notre public qui nous fait confiance et nous encourage depuis tout ce temps.
On avait beau faire une course de F4 entre amateurs, l'ambiance c'était la même qu'à la finale d'une Coupe du Monde. Et pour ceux qui ont suivi l'événement sur Twitch, je pense que vous avez ressenti la même chose que nous sur place, à savoir de la fierté. La fierté d'avoir commencé à nous suivre à une époque où c'était pas stylé les gars d'internet. La fierté aussi d'avoir fait confiance aux créateurs d'internet depuis toutes ces années et de voir naître en totale indépendance un événement digne des plus grandes chaînes de télé au monde, mais en direct sur Twitch, fait par des mecs d'internet pour des mecs d'internet. Je pense qu'on a définitivement prouvé notre valeur aux médias traditionnels. On sent que cet événement est la consécration de longues années passées dans l'ombre de la télé à faire des vidéos YouTube. Il est vraiment sur le devant de la scène. Mais ça montre aussi la fidélité des abonnés de Squeezie. Car si la majorité est venue sur place ou sur Twitch, c'est pour lui ainsi que les 21 autres influenceurs, pas vraiment pour la course en elle-même. Pour revenir sur les marques maintenant, ce sont elles qui sponsorisent la plupart des événements sur Twitch ainsi que les web TV, ce qui ajoute de la crédibilité aux streamers et à ce média. Et maintenant, on va aborder le sujet des rémunérations, avec l'intervention de Tom Baki, assistant analyse des médias audiovisuels. Vous allez voir qu'avec ce qu'il nous dit, on va pouvoir comparer les revenus des streamers et de la télé. Alors, il existe plusieurs voies économiques qui permettent aux streamers d'être rémunérés sur Twitch. On a premièrement le sub, donc qui est mensuel. On a également le don qui est beaucoup plus ponctuel. Ensuite, il y a les partenariats avec lesquels le streamer peut être affilié. Tout simplement les produits dérivés du streamer qui sont donc relativement changeants en fonction de la personne de qui on parle. Et là, du coup, c'est très difficile à évaluer les revenus. Alors, on est dans des échelles bien différentes au niveau de la publicité, notamment entre Twitch et la télévision. Il faut savoir qu'en télévision, sur une grande chaîne nationale comme TF1 ou M6, facturera en semaine la diffusion d'une publicité entre 3 et 7 000 euros pour une seule publicité. Donc, on est dans des budgets qui sont complètement différents et qui sont carrément sur une autre planète par rapport à Twitch. Donc, Twitch est bien qu'émergent, mais aujourd'hui pas comparable à la télévision. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous et surtout que vous avez pu voir les différences de rémunération entre ces deux médias. Donc, pour répondre à la question, est-ce que Twitch va remplacer la télé ? Eh bien pour moi, non, les deux médias sont vraiment trop différents avec des caractéristiques qui leur sont propres. Même les cibles sont assez différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que Twitch n'a pas continué de grandir et de nous faire rêver. Merci beaucoup Thomas pour cette chronique. Et pour rester dans le monde des écrans, je vous propose maintenant de passer à la chronique cinéma. Jingle. Bonjour Gada, alors aujourd'hui tu es là pour nous parler de la situation inquiétante que rencontrent les cinémas depuis la période du Covid. Bonjour Yasmine, oui effectivement, malheureusement les cinémas n'est plus le même niveau de fréquentation depuis 2019. Là on parle d'une baisse de plus de 117 millions de fréquentations. C'est énorme. Je dirais plus que c'est énorme, c'est alarmant, mais il y a sûrement d'autres raisons à ça. Et oui, effectivement, le cinéma a changé. Maintenant, les personnes préfèrent rester chez elles et payer un abonnement sur une plateforme de streaming plutôt d'aller voir un film au cinéma. Et si vous ne me croyez pas, regardez ce micro-trottoir. Ah oui, je trouve que c'est un peu cher quand même, oui. C'est pour ça que j'aime bien aller au cinéma, mais j'y vais pas si souvent que ça, parce que à la télé, on arrive quand même à voir des films aussi qui sont, ou des émissions qui sont moins onéreuses. Personnellement, moi, ouais, ça dépend. Ça dépend, ça dure combien de temps. Si ça dure 3 heures, ouais, 12 €, c'est pas cher. Ça dépend si c'est 1h30, 1 heure, c'est un peu cher. Je pense que oui, je pense que ça a pris un peu plus, ça a repris, les gens vont plus souvent au cinéma maintenant. C'est vrai qu'avant, pendant le Covid et un peu après, il y a eu un moment où les gens avaient encore peur, je pense, de se rassembler. Maintenant, c'est plus le cas, je pense que ça va. Ouais, les films sont nazes quand même. Hein. Par contre, les films, pas eu le temps d'en refaire. Hein. Et le cinéma, lui en lui-même, bon, il y avait pas mal de films qui devaient sortir et qui sont sortis, je pense, un peu trop rapidement. Et parce qu'il fallait. Et donc, bon, voilà. Mais bon, sinon, c'est bien. Dans l'ensemble, on aime bien. Oui, un peu. Je pense que c'est trop cher et aussi la nourriture, elle est un peu trop chère. Ouais, c'est assez cher. Pour une seule place, c'est chaud. Bon, bah écoute, c'est vrai que c'est chaud, t'as raison. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent les salles de cinéma. Oui, c'est simplement très logique, Yasmine. Avoir le prix d'une place de cinéma pour une séance de 2 heures, c'est environ 14 €. Alors, pour le même prix sur une plateforme de streaming comme Netflix, Prime Video, Disney+, le même prix d'abonnement. Et
pour regarder des milliers de films en illimité, tout ça pour 14 €. Et au plus, on peut voir des autres abonnements à 8 €. C'est vrai, mais du coup, quand j'entends ça, comment les cinémas peuvent concurrencer avec ça? Puisque c'est vrai, il faut le dire, en termes de rapport qualité-prix, on en a pour notre argent avec les plateformes de streaming. Oui, ils ont tout simplement fait appel à la ministre de la Culture pour soutenir leur cause. On retrouve donc la ministre de la Culture, Rima Abdelmalek, dans une campagne pour inciter les Français à regagner les salles de cinéma. On regarde ensemble l'extrait. Bonsoir, c'est formidable, vous jouez là. Et oui, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma et pour cause, toi qui nous regardes maintenant, je te propose d'aller voir au cinéma le 4 janvier le film Traiteur où Omar Sy s'y tient le rôle principal. Voir la bande-annonce ensemble. Incorporel. Africains des indigènes, vous serez des Français. En position, Ça a l'air d'être un magnifique film en tout cas, hâte qu'il sorte. Merci beaucoup Gada et tournons-nous maintenant à la chronique culture. Jingle. Bonjour Manon. Hello. Donc aujourd'hui tu es là pour nous parler donc de l'accès à la culture. Est-ce que c'est devenu un luxe, excusez-moi, pour les Français? Oui, effectivement. Mais avant de te répondre, j'ai une petite question pour toi, Yasmine. Dis-moi. Sais-tu concrètement ce que ça veut dire se cultiver? Pour moi, c'est ce que j'ai dit auparavant, c'est de pouvoir aller au cinéma, d'aller voir des spectacles ou des théâtres. Je sais pas, non? Alors, oui, effectivement, ça en fait partie. C'est le fait d'enrichir son goût, son jugement par l'étude des connaissances. Ça va te permettre d'enrichir tes conversations sur divers sujets lors de ta prochaine soirée. Et oui, ce n'est pas inutile. À condition, bien évidemment, de pouvoir aller au cinéma, au théâtre, à l'opéra ou bien d'autres encore. Et c'est là que ça se complique. Alors, pourquoi ça se complique? Alors, ça se complique en commençant particulièrement depuis la crise en Ukraine, avec l'inflation, tout simplement. Les Français anticipent donc la chute de leur pouvoir d'achat. C'est moins 1,1% par rapport au trimestre précédent. Dans ce contexte économique-là, près de 8 Français sur 10 disent reconsidérer leurs loisirs. En clair, les prix augmentent et les Français sortent moins. Donc, la culture passe en second plan. J'ai une question pour vous tous sur le plateau. Okay. Combien de fois vous êtes allés voir un spectacle vivant cette année? Allez. Pour ma part, j'ai honte de le dire, mais 0. Une seule fois, moi. C'est pareil, 0. 0 aussi, malheureusement. Ouais, bon, vous aussi, alors ne vous inquiétez pas. Les jeunes que j'ai rencontrés sont dans la même situation que vous. Cette année, moi 0 fois. Moi 2 fois. Pas beaucoup de fois. Plus des musées et aussi quelques fois au cinéma et au théâtre, mais c'était surtout des musées. Surtout cinéma. C'est vrai que des fois, des petites sommes peuvent s'accumuler, ça peut faire beaucoup pour certains. Bah, c'est juste que des fois, on n'a pas le temps. Pour une question financière surtout. Il y a aussi la flemme, il y a beaucoup de gens qui ont juste la flemme de sortir le soir. J'ai pas envie d'y aller tout seul. Après, c'est vrai que dans les provinces, c'est moins desservi, donc voilà. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont forcément moins les moyens, qui peuvent pas accéder à des sorties culturelles. L'exemple du cinéma, c'est incroyable. Je suis allée dans le 15e la dernière fois à Beaugrenelle, c'était 15 € la place de ciné pour les étudiants. Même le théâtre aussi, ça peut rapidement monter à 20, 30, 40 €. Donc comme nous l'avons vu, les jeunes se déplacent moins, voilà, pour se cultiver. Et en cause, comme on l'a vu, le coût du service culturel. Tout augmente. En revanche, cela ne veut pas dire que les jeunes ne se cultivent pas. Se cultiver en restant chez soi, ça ne te rappelle pas quelque chose, Yasmine? Allez, je vais faire semblant de réfléchir, mais honnêtement, on va parler honnêtement, c'est le confinement, le Covid. Exactement. Oui, on parle bien du confinement. Les Français ont eu recours à de nouvelles activités, des activités plus
créative, plus numérique. Donc, se cultiver à petit prix ou gratuitement de chez soi, c'est faisable, surtout quand tu viens de lâcher ton SMIC dans ton nouvel ordinateur. Et bah ça tombe bien, plus que je viens d'acheter un ordinateur, donc est-ce que tu aurais quelques petits conseils? Oui, je t'en ai préparé quelques-uns effectivement. Donc comme pendant le confinement, tu peux apprendre sur Internet. Danse, chant, dessin, lecture, création de contenu, photo ou vidéo, il y a le choix. Et si voilà, on n'est pas casanier comme moi, qu'est-ce qu'on fait pour se cultiver en sortant dehors? J'attendais cette question effectivement. On peut profiter des dispositifs mis en place. Par exemple, le Pass Culture pour les 15-18 ans. C'est 300 € pour profiter de sorties culturelles, de biens culturels, mais aussi d'offres numériques. Les cartes jeunes européennes aussi, qui te permettent de profiter d'un grand nombre d'activités culturelles. Les journées européennes du patrimoine. Mais aussi, tu peux noter la nuit des musées, qui est très intéressante, le premier dimanche de chaque mois, où dans de nombreux pays européens rendent l'accès aux musées gratuit. Et à noter, pour les moins de 26 ans, il y a plein de musées gratuits. Si tu veux continuer à profiter, je te laisse noter les 3 sites internet suivants. C'est des bons plans. Billetsreduc.com, c'est des réductions de billets jusqu'à moins 50% pour tes sorties culturelles. Culture for All, des spectacles, one-man show, théâtre et stand-up à petit prix. Et ticketmaster.fr pour réserver tes billets à petit prix. Vous pouvez retrouver tous ces liens sur notre Instagram SO La Culture. Merci beaucoup Manon pour ta chronique et pour tous ces petits tips que je vais garder honnêtement. Ah, culture, 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 quand tu nous tiens et tu continueras encore à nous tenir puisqu'on passe maintenant à la culture gaming. Jingle. Bonjour Emilien. Bonjour Yasmine. Alors comme ça, la frontière entre le réel et le virtuel est-elle brisée? C'est ce qu'on va tenter de voir aujourd'hui, mais tout d'abord, rappelons-nous quelque chose. Si je vous parle du film Tron, ça va sûrement pas vous parler, mais ça va parler à vos parents, c'est sûr. Sorti en 1982, c'est le premier film à avoir tenté de briser la frontière entre le réel et le virtuel. Et même s'il a seulement tenté il y a 20 ans, on peut dire que plus tard, à l'heure d'aujourd'hui, la frontière, elle semble bien et bien brisée. Ouh là là, donc tu me fais peur. Donc là, tu es en train de me dire que dans pas longtemps, on va pouvoir vivre la même vie que dans ce jeu-là que tout le monde doit connaître, GTA, déconseillé aux moins de 18 ans, où c'est vraiment très trash et très hard. On va pouvoir vivre ça dans la vraie vie. Non, rassure-toi Yasmine, t'inquiète pas de panique. Mais tout d'abord, il faut qu'on voit un point intéressant. Palmer Luckey, le fondateur de la première société de casques à réalité virtuelle, a fabriqué un prototype de casque capable de tuer au sens propre du terme son utilisateur. Oh. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé des charges explosives dans le casque, comme ça si le joueur meurt dans le jeu, les charges exploseront dans la vie réelle. Donc avant de démarrer vos parties, réfléchissez bien, ça peut être très fatal. Effectivement, ça peut être fatal. Mais Emilien, j'ai une vraie question du coup qui me taraude. Il y a vraiment des personnes qui vont acheter ce genre d'outils, de casques, de jeux? Pas de panique, comme je t'ai dit, rien n'est officiellement commercialisé. Mais je vous ai ramené quelqu'un qui peut être intéressant. Écoutons Julien Telouk, pionnier dans l'univers du gaming depuis plus de 20 ans. C'est parti. Concernant cette technologie annoncée par Palmer Luckey, je suis forcément contre. Ce serait horrible qu'un truc comme ça existe dans la vraie vie. Faut plus le voir comme un coup de com'. Faut rappeler quand même, Palmer Luckey, c'est le cofondateur d'Oculus. C'est donc un précurseur dans la réalité virtuelle, bien avant qu'Oculus soit racheté par le groupe Meta Facebook. Donc, faut le voir comme un coup de com'. On a une immersion totale grâce à la réalité virtuelle, parce qu'on met un casque, on est dans un univers virtuel et il suffit de tourner la tête. C'est vrai que la technologie annoncée par Palmer Luckey pourrait être intéressante, c'est-à-dire à un moment donné d'avoir un jeu vidéo où on va pas mourir, mais après derrière on va avoir une sorte de lien avec notre cortex cérébral qui va nous permettre de ressentir des choses. Après, mourir dans la vraie vie, non, hors de question, parce que le jeu vidéo, c'est ça, c'est de jouer plusieurs fois avec plusieurs vies et de sans cesse recommencer. C'est ça l'avantage. Oui, Julien Telouk, le pionnier vraiment, pour revenir sur lui, c'est un pionnier car ça fait plus de 20 ans qu'il anime l'émission Team Game One sur la chaîne Game One. Et lui, comme il dit, il n'est pas trop chaud pour ce casque. Enfin bon, pour revenir sur le fondateur du casque de réalité virtuelle, il se justifie en disant que de nouvelles émotions doivent être ressenties. Si le joueur risque réellement sa vie en jouant à un jeu vidéo, alors une nouvelle ère du jeu vidéo débutera
et la façon de jouer changera radicalement. C'est sur ces arguments que Palmer Luckey justifie la création de ce prototype. Honnêtement, on va pas aller bien loin si des gens s'intéressent à ce genre d'objet. Alors oui, encore une fois, tu flippes Yasmine, mais bon, t'inquiète pas, le virtuel, ça peut aussi devenir un art et un service. Regarde par exemple, ton petit frère, il doit savoir de quoi je parle s'il regarde. Call of Duty Modern Warfare 2, le nouveau jeu qui vient de sortir. Les graphismes, ils sont d'une précision chirurgicale. C'est magnifique. On peut reconnaître de nombreuses villes célèbres, comme Paris ou Amsterdam. D'ailleurs, vous tous sur le plateau, et vous aussi téléspectateurs, on va participer à un petit jeu. Vous allez tenter de reconnaître quelle image est la réalité et quelle image est virtuelle. Okay. C'est parti. Okay. Alors là, j'en ai aucune idée. Rapidement. Je dirais la droite. À droite. Gauche. Alors, à gauche réalité ou gauche virtuelle? Droite, j'aurais dit. Gauche, c'est réalité. Réalité. Moi, j'aurais dit droite. C'est vrai, gauche réalité. Ah ouais, je me suis fait avoir. C'est bien fait. Tout ça pour dire que lorsque le virtuel reste dans le divertissement, ça peut devenir une magnifique représentation du monde réel. Et surtout, avec ces nouveaux graphismes, il y a plein de jeux à but éducatif qui pourront voir le jour. C'est incroyable. On parle de démocratisation du voyage. Les gens pourront voyager tout en restant chez soi. C'est formidable. Surtout que Google Street View a déjà bien avancé concernant cela. Mais il y a plein d'obstacles qui restent à franchir. Mais est-ce que le virtuel peut impacter positivement notre société au-delà des jeux vidéo ou de l'ère d'Internet? Oui, bien sûr. Tout à fait, Yasmine, tu as tout à fait raison, tu marques un point. Ça peut avoir de nombreux effets bénéfiques et concrets sur la société, notamment dans le domaine immobilier, industriel et médical. D'ailleurs, on va voir ce que Lucas, un jeune alternant en alternance dans l'agence immobilière Orpi, ce que nous dit à propos du virtuel dans l'immobilier. Écoutons-le tout de suite. Les visites immobilières dans le monde virtuel, pour nous, ça nous a permis d'économiser un gain de temps énorme. On n'a plus besoin de se déplacer pour aller faire les visites. C'est génial, surtout en crise du Covid, on a pu réussir à faire des ventes malgré le fait qu'on ne puisse pas aller directement sur place avec les clients, leur proposer le produit. D'un autre côté, nous, ça risque de nous prendre notre travail dans les années à venir. Voilà, tout ça pour revenir que le virtuel dans l'immobilier, ça se développe. Mais attention, comme il dit, il peut y avoir des suppressions de postes, etc. Pour revenir dans le domaine industriel, on pourra voir les infrastructures cachées sous terre. Enfin nous, plutôt les ouvriers et les techniciens. Ça veut dire que les chantiers seront mieux préparés et les risques seront minimes, voire inexistants. C'est une grande avancée pour ces gens qui sont au premier regard des dangers dans le domaine industriel. Pareil pour le domaine médical. Les chirurgiens, avant les opérations, tu sais Yasmine, ils utilisent le virtuel. Et ça permet de sauver de nombreuses vies, notamment pour les opérations des tumeurs au cerveau. Bref, tout ça pour dire que toutes ces technologies, c'est super, c'est sympa, mais bon, il y a des effets négatifs malheureusement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus de données doivent être traitées. Donc, plus de data centers. Vous savez, ces gros bâtiments avec des millions de serveurs informatiques, ça a une émission de CO2 énorme. Donc, il va falloir qu'on s'adapte. Merci beaucoup, Emilien, pour cette chronique super intéressante. Et merci à vous qui nous regardez chaque semaine. Vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine pour écouter nos futures émissions. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, à bientôt.